Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du samedi 27 août 2022. Dans les actualités de ce jour, le président de la République de Madagascar est à la tête de la délégation malagasy à Tunis pour assister à la TICAD 8 2022 ou la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le thème pour cette édition qui a eu lieu aujourd'hui et demain est de nourrir les investissements en Afrique et les échanges. L'objectif de cette 8e édition est d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion et l'abondance en Afrique dans un contexte de crise marqué par l'épidémie mondiale du coronavirus, le réchauffement climatique et la situation en Ukraine. Des dialogues politiques de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires de développement, la mobilisation de soutien pour les initiatives de l'Afrique en vue d'un développement autonome seront au programme. Cette conférence est organisée conjointement par le Japon, la Commission de l'Union africaine, les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque mondiale. Dans un tout autre sujet, page sportive, les joueuses des Ladies Maki 7 ont connu beaucoup d'améliorations durant ces 4 mois d'entraînement dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde de rugby à 7. Selon les explications, les améliorations ont été réalisées grâce à l'aide du couple présidentiel, que ce soit en termes d'alimentation, des matériels et équipements, mais surtout à travers l'envoi d'une préparatrice physique pour les entraîner. Actuellement, les Ladies Maki sont prêtes à affronter la Coupe du Monde de rugby féminin, une grande première pour la Grande Île. Reportage de Cécile Vin et Barnienne à Denilson. 14 jours avant la Coupe du Monde de rugby à 7 catégories féminines qui se tiendra à Cape Town, en Afrique du Sud, les Ladies Maki ont grandement évolué par rapport à il y a 4 mois. Elles ont de grandes opportunités actuellement car ce sont des joueuses rapides, performantes, bien préparées qui constituent l'équipe nationale. La discipline rugby requiert des efforts physiques et ces femmes ont pu augmenter leur force physique depuis. C'est grâce aux aides du couple présidentiel que ces Ladies Maki ont pu avoir ces bons résultats selon les explications. Le président de la République et son épouse ont pris en charge l'entraînement de ces 16 joueuses en envoyant une préparatrice physique de haut niveau qui s'est chargée de leur alimentation et leur musculation. La contribution à cette préparation de la Coupe du Monde de rugby à 7 féminine a aussi été un réconfort moral pour ces joueuses. Alors depuis 4 mois, financièrement, les Ladies Maki ont été pris en charge donc, par le président. Donc tous les mois, les 16 filles plus le médecin, les 2 coachs, enfin le coach et le préparateur physique ont été pris en charge financièrement. Et depuis 2 mois, en fait, toute la logistique aussi a été prise en main grâce à la première dame qui est la marraine donc, des Makis. Et là, on a mis au point toute l'alimentation qui est très importante, les lits pour qu'elles puissent se reposer, les médicaments, les tenues, les chaussures pour qu'elles puissent les chaussures de rugby pour qu'elles puissent aller jouer et puis toute la logistique et moi-même qui suis intervenue pour la préparation physique générale et travailler en collaboration donc avec les profs et puis les filles du rugby. Voilà, donc ils ont vraiment le président et la première dame ont vraiment joué un rôle très important. Dans cette préparation de Coupe du Monde parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer justement après ça. Nos joueuses ont été bien préparées pour affronter l'Australie durant le premier match de la Coupe du Monde. L'entraîneur a souligné que l'équipe nationale malagasy est prête. Les Ladies Maki 7 partiront pour l'Afrique du Sud le 5 septembre prochain. Elles vont tenir leur premier match le 9 septembre. Pour cette édition, il n'y aura pas d'affrontement pour chaque groupe. Le jeu débutera par les 8e de finale. Toujours de bonnes nouvelles dans la page sportive, la sélection nationale masculine U18 de handball va participer à la Coupe d'Afrique qui se déroulera au Rwanda du 21 août au 6 septembre prochain. De bons résultats sont attendus car ce sont les joueurs les plus performants qui ont été sélectionnés selon le directeur technique national de handball ce matin à Mbuida. Reportage de Felna Rakotoarsou et Jay Ranjemaro.
Les responsables au sein de la fédération se sont donné la main dans la sélection des meilleurs joueurs de chaque club afin de constituer l'équipe nationale de handball, des moins de 18 ans, catégorie masculine. L'objectif est d'obtenir de bons résultats dans le cadre de la Coupe d'Afrique de handball U18. La sélection a été rude et difficile. Les joueurs ont dû remplir divers critères pour être sélectionnés selon le directeur technique national. Cette sélection s'est faite en parallèle avec les réformes au niveau des bases initiées par la fédération de handball Malagasy, lesquelles visent l'amélioration des techniques des joueurs dans tous les domaines selon toujours les explications. L'équipe nationale de handball U18 est partie pour le Rwanda ce matin pour la CAN qui se tiendra du 27 août au 6 septembre. Dans les actualités de ce jour également, 70% des accidents de route à Madagascar sont dus à la conduite en état d'ivresse. Le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique, mais aussi la Gendarmerie nationale renforcent les sensibilisations face à cette situation. Le pays utilise actuellement des alcotests. Il a été constaté hier durant les contrôles inopinés que plus d'une dizaine de conducteurs et de motards conduisaient en état d'ivresse. Les détails avec Cécile Vin, Sechangenab et Denissan Barnienne. Le taux d'alcool de ce motard excelle la normale. Pour celui-là, contrôlé ici un pasque, son taux d'alcool atteint les 1,8 g après avoir été testé via l'alcotest. La conduite en état d'ivresse est interdite par la loi. Le contrôle des conducteurs se fera systématiquement tous les 15 jours. Il s'agit d'une sensibilisation et ne se fera pas seulement ici dans la capitale, mais s'étendra sur les routes nationales, surtout en cette période de vacances. Le comportement des conducteurs requiert des contrôles et des sensibilisations dans l'objectif de sauver des vies. En 2021, 4500 vies ont été perdues du fait des conduites en état d'ivresse. Par ailleurs, la mesure selon laquelle tous les motards devront avoir un permis de conduire sera bientôt appliquée selon le ministre des Transports. L'on constate que depuis quelque temps, le nombre des accidents de moto ne cesse d'augmenter. Puisqu'on a parlé des forces de l'ordre, le maintien de l'ordre et le contrôle des véhicules qui transporteront les pèlerins au JMJ Mada, 10e édition à Antirabé, seront stricts selon les informations venant de la Gendarmerie nationale. Les forces de l'ordre appellent également les pèlerins à respecter les consignes mises en place par les forces de l'ordre. Les détails avec Secha Rangenas. Le nombre des forces de l'ordre qui assureront la sécurité dans la région Vakna-Karach durant la célébration des Journées mondiales des jeunes du 31 août au 4 septembre prochain à Antsirabé sera augmenté. Le contrôle technique des véhicules sur la route nationale sera également strict afin d'éviter les accidents. Les responsables au sein de la Gendarmerie nationale appellent les pèlerins à ne pas voyager de nuit. Ils appellent également les passagers à se conformer aux consignes émises par les forces de l'ordre. Le maintien de l'ordre sera strict lors de cet événement religieux de l'Église catholique. Le JMJ Mada 10e édition débutera le 31 août. Et la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle travaille en étroite collaboration avec le secteur privé dans la région Anos pour l'octroi de compétences complémentaires aux élèves. L'accord qu'ils ont signé porte sur divers secteurs et pour la mécanique auto en particulier, 6 élèves par an sont recrutés par les entreprises locales. C'est un reportage signé Jarenji Amar et Asna Rafaldanar. Face au mauvais état des 3 routes nationales qui mènent vers la capitale de la région Anos, notamment la RN 13, la RN 12 et la route nationale numéro 10A, les opportunités d'emploi pour les jeunes qui maîtrisent le secteur de la mécanique auto ou encore l'entretien des voitures augmentent dans la région. Les véhicules doivent être contrôlés avant chaque départ pour éviter les pannes au cours de route et toutes les voitures dans la région doivent passer aussi des contrôles systématiques. Pour ce garage d'entretien où nous avons fait notre reportage, environ 10 voitures par jour y sont entretenues. Ce garage a signé une convention avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans l'octroi des stages aux apprenants, mais aussi dans le recrutement des apprenants qui suivent la formation de la mécanique auto. Des jeunes qui ont été des stagiaires dans cette entreprise ont pu trouver de l'emploi à l'international, si d'autres ont pu créer leur propre garage. Ainsi, le suivi des stages est une étape primordiale selon les jeunes.
Outre le contrôle des véhicules avant et après le périple sur les routes nationales en mauvais état, les mécaniciens doivent aussi se déplacer dans les endroits où des véhicules sont en panne. Le dépannage requiert des compétences particulières car les pannes ne sont pas prévisibles. Dans la page culturelle de ce soir, les Malagasy commencent à s'intéresser à la musique classique, surtout depuis ces 5 dernières années, comme le constatent les musiciens du Quator Squad. De plus, divers artistes mélangent la musique classique actuellement avec de la R&B ou d'autres rythmes musicaux. C'était notamment le cas hier lors de la prestation du trio de G5 avec le Quator Squad. Reportage de Cécile Sylvain, Asnarafan Zanahar et Denilson Barniel. Divers rythmes en symphonie avec de la musique douce, c'est la nouvelle version de la musique classique jouée par le Quator Squad, dont les 4 membres jouent de la musique depuis leur plus jeune âge. Le groupe a vu le jour en 2017 avec l'ambition de jouer de la musique classique dans le milieu professionnel. Outre les nombreux covers, ce groupe s'est fait connaître en collaborant avec divers artistes dans Rock Roots. Hier soir, ils ont célébré leurs 5 ans d'existence en invitant le groupe Trio de G5. Dans les actualités internationales de ce soir, au Pakistan, les pluies dévastatrices de la mousson ont déjà tué cette année près d'1 millier de personnes et quelques 500 000 têtes de bétail, tandis que des cas de choléra ont par ailleurs été signalés. Dans certaines provinces, il est tombé ce mois-ci jusqu'aux 780% de pluie, en plus que la moyenne enregistrée au mois d'août l'année dernière. Les habitants des provinces de Baloutchistan, de Khyber Pakhtunkhwa et de Sindh vivent en enfer alors que le pic de la crue est attendu dimanche. France 24 nous en dit plus. Comme chaque jour depuis 2 semaines, ces sauveteurs sont à pied d'œuvre. Sous leur barque motorisée, une trentaine de villages engloutis. Ici, il y avait un cimetière. Ici, c'était un village. Ici aussi. Partout, il y avait des villages. 670 000 habitations ont été détruites ou endommagées par les inondations à travers le pays. Ces femmes et leurs enfants sont des rescapés. Vers minuit, nous étions tous en train de dormir quand l'eau est arrivée. C'était si rapide que nous n'avons pas eu le temps de sauver nos biens. Toute notre nourriture, tous nos meubles ont été détruits. Notre maison a été inondée. Même s'il continue de pleuvoir chaque jour, Roubab refuse de partir. S'il pleut à nouveau et que votre maison s'écroule, qu'allez-vous faire? Dieu nous protégera. Nous n'avons nulle part où aller. Mais nous vous donnerons une tente pour vous abriter. Nos maris ne sont pas là. Si nous quittons la maison, que se passera-t-il si nous sommes pillés, si nous sommes violés? Qu'adviendra-t-il de nous? Les pluies diluviennes ont transformé les rivières en torrents, comme ici dans la vallée de Swat. Cet hôtel s'effondre en quelques secondes. Ce bâtiment est lui aussi emporté par les eaux déchaînées. Dans plusieurs villes, certains rescapés ont trouvé refuge sur le bord des routes. Ils vivent sous des tentes de fortune. C'est la nourriture que les gens nous donnent. Nos enfants sont obligés de la manger car nous n'avons rien d'autre. C'est très mauvais. Quand les enfants mangent ça, ils tombent malades. Voici l'endroit où l'on vit et où on dort. Il y a des moustiques partout. C'est sale et humide. Personne ne nous aide. Nous n'avons pas de médicaments. Les maladies nous tuent. La faim nous tue. Nous n'avons rien à manger. Et par-dessus le marché, il y a la pluie et les inondations. Et la pluie ne cesse de tomber. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence national. Et aux États-Unis, parmi les 15 boîtes de documents conservés à la résidence de Floride de Donald Trump et remises en février par les équipes de l'ancien président américain à l'Agence nationale des archives, la police fédérale a retrouvé des dizaines de documents classifiés, dont 25 portant la mention top secret. Cette découverte a permis au FBI d'obtenir l'autorisation de perquisitionner le 8 août dernier la propriété de Mar-a-Lago. France 24. Ce sont des dizaines de pages dont la plupart sont biffées de noir pour protéger le secret de l'enquête. Voici l'acte de procédure sur lequel la justice américaine s'est basée pour déclencher la perquisition au domicile de Donald Trump le 8 août dernier.
En février, les équipes de Donald Trump ont restitué 15 boîtes de documents que l'ancien président avait emportés en quittant la Maison-Blanche. L'acte de procédure publié ce vendredi en dresse un inventaire partiel. L'acte montre que le FBI a passé en revue 25 documents marqués top secret. Ils font partie de près de 200 documents classifiés contenus dans les 15 boîtes. Par exemple, ils ont trouvé des informations obtenues par des sources humaines. C'est quelque chose que le gouvernement essaye évidemment de protéger assidûment. Convaincu que Donald Trump conservait en Floride d'autres documents classifiés dans des conditions potentiellement inappropriées, la justice a décidé de perquisitionner le domicile de Mar-a-Lago. Une trentaine de boîtes supplémentaires ont alors été saisies. Donald Trump a de nouveau dénoncé une chasse aux sorcières et un subterfuge de communication. L'ancien président assure par ailleurs que ces documents ont été déclassifiés. Joe Biden lui a répondu, non sans ironie. Je veux juste que vous sachiez que j'ai tout déclassifié dans le monde. Je suis président, allez, je peux tout faire. Je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet parce que je ne connais pas les détails. Je ne veux pas vraiment savoir. Je vais laisser le ministère de la Justice s'en occuper. Les enquêteurs soupçonnent le milliardaire d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage. Cette dernière encadre très strictement la détention de documents confidentiels. Donald Trump, qui envisage de se représenter en 2024, n'est pour le moment pas poursuivi par la justice dans cette affaire. Et pour terminer, mesdames et messieurs, partant en Ukraine, de nouveaux bombardements ont visé ces dernières 24 heures le périmètre de la centrale de Zaporijia dans le sud-est de l'Ukraine, ont annoncé la Russie et l'Ukraine, chacune des parties rejetant la responsabilité de ces frappes sur l'autre. Reportage de France 24. Autour de Zaporijia, les autorités peuvent souffler. 2 des réacteurs de la plus grande centrale d'Europe ont pu être de nouveau reliés au réseau électrique, alors que les sites n'étaient plus du tout raccordés depuis 24 heures. Heureusement, nos techniciens qui travaillent sur le territoire occupé ont pu venir en urgence. Ils ont mis fin au feu qu'il y avait sur les lignes de communication et ils ont pu redémarrer la fourniture d'électricité. Jeudi, la décision avait été prise de débrancher les 2 derniers réacteurs reliés au réseau électrique du pays. En cause, plusieurs incendies à proximité de la centrale, comme le montrent ces images. Des groupes électrogènes de secours avaient été activés pour alimenter le site et ne pas causer de problèmes sécuritaires. Pour le président Volodymyr Zelensky, l'urgence est à l'inspection de la centrale, actuellement aux mains des Russes. Je veux souligner que la situation reste précaire et dangereuse. C'est pourquoi il est essentiel que la mission de l'AIEA arrive à la centrale le plus tôt possible et aide à la maintenir sous contrôle ukrainien permanent. Depuis des semaines, l'AIEA et de très nombreux pays plaident pour que des experts de l'Agence de l'énergie atomique puissent venir sur place. Une mission pourrait avoir enfin lieu dans les prochains jours, selon le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.